Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information du 20h. C'est un réel plaisir de vous informer. Tout de suite, place au titre. On parle de baccalauréat session 2022-2023 avec le démarrage des épreuves sportives sur toute l'étendue du territoire national. Et puis, affaire Santulo, il y a des revendications qui inquiètent et qui dérangent. En République démocratique du Congo, on note des manifestations pour dénoncer la vie chère et l'insécurité grandissant dans le pays. Cette fin d'année a été marquée par les examens. Après le certificat d'études du premier cycle, place désormais aux épreuves sportives du baccalauréat session 2022-2023. Ornella Mbazondia y était et nous fait le point. Conformément au calendrier des examens et concours pour le compte de l'année scolaire 2022-2023, le déroulement des épreuves pratiques d'éducation physique et sportive a bel et bien démarré ce lundi 22 mai, et ce, jusqu'au vendredi 9 juin. Au lycée national Léomba, nous avons pu constater l'effectivité de démarrage des épreuves sportives du baccalauréat session 2023 suivant un processus bien déterminé. Sur les candidats, la première opération a été tenue par notre collègue responsable du secrétariat d'EGEC, que vous pouvez voir assis à côté, qui a reçu les candidates avec leurs fiches, a vérifié la régularité de ces documents et ensuite les a remis au responsable du secrétariat de la DAP, donc secrétariat IPS à proprement parler, et qui a donc procéder au lancement de l'épreuve en constituant les différents jurys dans les différents ateliers des activités physiques que les candidates ont choisies. Les différentes disciplines ont été entamées par plusieurs candidates. Nous sommes ici dans le cadre de l'évaluation des épreuves pratiques au bac. Nous sommes dans l'atelier gymnastique. Comme vous l'avez constaté, les enfants sont assis derrière nous et nous évaluons le travail qu'ils ont appris pendant toute l'année. Donc ça se passe bien jusqu'à présent, il n'y a pas d'incident majeur, les enfants se débrouillent très bien. Après avoir fait la gym, ils vont faire une course, si tel est leur choix, ils vont faire un lancer ou alors ils vont faire un saut. Voilà. Et derrière ça, après cela, il y a les sports collectifs. Les passages se faisaient de manière successive. Par la course d'endurance, vu que j'étais la seule candidate et après je suis allée en salle gymnique, j'attends maintenant les épreuves collectives. Rassurantes et confiantes de leurs compétences, les différentes candidates aux épreuves pratiques et sportives du baccalauréat session 2023 semblent rester sereines, non seulement pour la suite du déroulement du programme, mais aussi pour le verdict du premier tour qui est prévu pour le samedi 24 juin 2023. Les épreuves sportives du baccalauréat session 2022-2023 sont aussi l'occasion pour certains établissements de relever certaines difficultés. Jessica Anjoua nous fait le point. Après les épreuves sportives du brevet d'études du premier cycle il y a quelques jours, les épreuves pratiques du baccalauréat ont débuté depuis ce matin sur toute l'étendue du territoire national, malgré les manquements observés dans certains centres d'examen de Libreville. Les conditions ne sont pas bonnes. La gymnastique, on est presque au sol en fait. On fait la gymnastique à même le sol, comme on dit sol, mais ce n'est pas un sol protégé. Il n'y a pas de matériel, il n'y a pas les infrastructures qu'il faut. Pourtant, l'espace ne manque pas. Aujourd'hui, on cherche un tapis sur lequel les enfants doivent rouler. On cherche un décamètre, on cherche un ballon de football. Regardez, on joue avec les ballons plastiques qu'on vend chez le boutiquier. Et ils ne sont même pas neufs. Des difficultés rencontrées depuis le début de l'année scolaire au cours desquelles plusieurs élèves se sont prêtés à l'exercice. À cela s'est ajouté le stress. J'étais un peu stressé au début, mais ça va, c'est bon. J'ai fait la gym, j'ai fait le saut en longueur et j'ai joué au foot. J'ai été assez performant dans ce que j'ai fait, donc je suis assez satisfait. Je suis satisfait par rapport à mes performances. Pour la réussite de ce démarrage des épreuves pratiques du baccalauréat dans certains centres d'examen, la créativité était de mise.
Situé dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville, le quartier Atong Abé, victime de la dégradation de la route, une situation qui n'honore pas certaines populations environnantes. Lorraine Biyengue nous fait le point. Initié par le gouvernement gabonais, le plan d'accélération de la transformation n'a pas encore touché ce quartier, du 2e arrondissement de la commune de Libreville, ce qui laisse les populations dans le désarroi. Ils interpellent les autorités à réagir au plus vite. Ouais, l'état de la route, ici, la mairie ne fait pas son travail. Quand il y a des pluies ici à Libreville, nous souffrons ici à la gare. Les caniveaux sont bouchés, on ne peut pas, il n'y a pas l'endroit où quelqu'un peut monter dans un taxi-bus. Les taxi-bus sont garés, mais on n'a pas de passage ici à Libreville. Cette route dégradée est la cause des inondations à répétition dans la zone. C'est un véritable calvaire amplifié pour les populations. Ça sinon, on a du mal à travailler comme on veut. Vous voyez un peu ici là. L'État ne prend pas en charge. Ça reste comme ça depuis les années de longueur de journée. Il serait important que le gouvernement prenne ce problème avec parcimonie. Le peu de gouvernement à mon niveau, c'est qu'ils n'ont qu'à nous arranger la route. Ils n'ont qu'à nous arranger la route pour le client et les autres clients puissent monter dans nos bus tranquilles et avec la propriété. Les populations de ce quartier demeurent toujours dans l'attente et souhaitent que ce projet voie le jour au plus vite. On parle des assises sur la vie chère tenues du 11 au 13 avril, les assises sur lesquelles il fallait trouver des réponses à cette problématique intéressante. Aujourd'hui, le constat fait est le même. On regarde. Dans l'optique de ramener les prix des produits de première nécessité et de consommation courante à des niveaux appréciables, le gouvernement avait décidé d'organiser les assises nationales de lutte contre la vie chère. Malgré cette mesure, le constat demeure le même. Rien, il n'y a pas de changement au niveau du panier de la ménagère. Le gouvernement fait de n'importe quoi. Rien ne marche. Alors que le président avait bien dit essayer de faire tout pour mettre les Gabonais à l'aise. Mais c'est dommage que nous ne sommes pas à l'aise. Je suis désolée. Les populations continuent de se plaindre. Ils ne font que grimper encore plus. Nous n'en pouvons plus. Pour nous autres qui avons maintenant des grandes familles monoparentales, c'est vraiment très grave. Nous ne pouvons plus joindre les deux bouts. C'est grave. Que les autorités compétentes en la matière puissent assurer un suivi. Le gouvernement, ce qu'ils ont fait la dernière fois, ils doivent revoir ça. Et je pense qu'ils doivent aller sur le terrain pour vérifier si réellement ça se passe bien ou ça ne se passe pas bien. Parce que le gouvernement fait le travail à demi, il n'a jamais fait le travail convenablement. Quel que soit le contexte socio-économique, il revient à chaque pays de résorber les difficultés auxquelles les populations sont confrontées. Et puis, affaire Santulo, une affaire qui connaît un nouveau rebondissement avec la révélation de certaines données indexant des hauts cadres de corruption. Regardons cet élément de Jean-Jacques Dugassa de la rédaction de TV+ Afrique. Nouveau rebondissement dans l'affaire Santulo, opposée à l'État gabonais depuis plusieurs années. De nouvelles informations apparaissent au grand jour. À la demande de la procureure de Suisse de Lausanne, Graziella de Falco Aldeman, la France a interrogé plusieurs anciens associés de l'homme d'affaires italien décédé en 2018, notamment Jean-Pierre Louvet, ancien directeur financier de Sericom, et Pierre-Alain Loiseau. Ces derniers ont transmis un certain nombre de documents à la justice française ayant permis de relancer le dossier. Ces correspondances provenant des responsables gabonais sollicitant des gratifications de la part de l'entreprise. Les audits révèlent que tous les marchés d'une valeur de 400 milliards de francs CFA avaient été conclus sans appel d'offres, laissant penser à des soupçons de surfacturation et de pots de vin. Les correspondances examinées par les enquêteurs français en présence de la procureure suisse chargée du dossier proviennent de plusieurs responsables gabonais. Selon Afrique Intelligence, les documents examinés par le pôle financier du tribunal judiciaire de Paris mettent le Gabon dans une mauvaise posture. Le pays risque de voir certains de ses responsables éclaboussés par des emails transmis à la justice française.
Le deuxième congrès extraordinaire de l'Union nationale a vu Paulette Missambo élue comme candidate du parti lors de l'élection générale de 2023. Son message a priori a eu un écho favorable chez les jeunes et les femmes venus nombreux à cette rencontre à OIM. Alexandre Baondo pour le point. Le deuxième congrès extraordinaire de l'Union nationale a vu Paulette Missambo porter à la candidature des élections présidentielles de 2023. Une décision que la présidente de ce parti de l'opposition a prise avec humilité et détermination au regard de son message. Nous affirmons qu'aucun Gabonais est notre ennemi. Notre ennemi, c'est la mauvaise gouvernance qui génère le chômage, la richesse, l'exclusion et la pauvreté. Notre ennemi, c'est la gouvernance qui, depuis la route, l'école, l'hôpital et l'administration publique. Notre ennemi, c'est la gouvernance qui permet l'accaparement de nos terres, la prédation des richesses de notre sous-sol et condamne les Gabonais à s'endetter pour survivre et même condamner à la mendicité. Les femmes de l'Union nationale, beaucoup présentes lors de cette rencontre historique, se sont appropriées cet appel à l'alternance. Les femmes sont derrière, les femmes se reconnaissent en elles, parce que Mme Missambo, elle est une source intarissable d'inspiration. Elle motive. Le fait qu'elle soit au devant de la scène, les femmes ont espoir que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Un combat politique que l'ancienne ministre sous l'ère Omar Bongo devrait mener aux côtés des jeunes. Elle a touché tous les aspects qui minent la société. C'est-à-dire, elle a fait un briefing que tous les Gabonais savent. L'école, le chômage, les routes. En fait, elle a parlé de tout ce qui mine la société. Donc, et comme elle a pour l'habitude de dire, après elle, c'est la jeunesse. C'est-à-dire la jeunesse aujourd'hui et le futur. Donc, c'est pour ça que nous, aujourd'hui, nous nous sentons concernés et nous allons accompagner Mme Paulette Missambo jusqu'à la présidence. L'Union nationale va donc aborder l'élection générale dans les tout prochains mois avec toutes les composantes en ordre de bataille. On parle à présent de streaming, c'est devenu un outil indispensable de la production artistique. Présent partout en Afrique, le streaming musical semble peu connu des artistes gabonais. L'association des managers et agents d'artistes a convié les artistes à un atelier pour présenter les avantages de l'utilisation de cette plateforme pour sensibiliser et rentabiliser leur musique. Aïcha Akwe nous fait le point. Le streaming a bouleversé l'industrie musicale mondiale. Au Gabon, il semble peu connu par les artistes. L'Association des managers et agents d'artistes, qui veille à soutenir la création artistique, a convié ces derniers à un atelier édifiant sur le streaming musical comme plateforme de vente. Aujourd'hui, c'est un modèle économique qui permet aux artistes de diversifier leurs revenus. Et aujourd'hui, j'ai eu plus ample éclaircissement au niveau des erreurs à ne pas commettre, les stratégies à mettre en place, la démarche à suivre, etc. Donc ça a été d'une grande utilité pour moi de prendre part à ça. En Afrique, l'évolution du streaming musical est avant tout un enjeu économique. Les géants mondiaux du secteur tels que Spotify, Deezer ou Apple Music sont en concurrence pour obtenir la plus grosse part du marché. Le Suédois Spotify est présent dans 40 pays du continent, dont le Nigeria et de nombreux pays d'Afrique francophone comme la Côte d'Ivoire et le Bénin. Il y a aussi l'application Boomplay, filiale africaine du chinois Transsion, qui a été lancée en 2015 dans des pays comme le Nigeria, le Ghana, le Kenya et en 2022 en Côte d'Ivoire. Une plateforme qui a plus de 70 millions d'utilisateurs actifs par mois et un catalogue de 80 millions de chansons. Cette présence dans ces pays africains est hautement stratégique dans le développement de l'entreprise. Selon la Fédération internationale de l'industrie phonographique, au plan mondial, le streaming a généré 65% du chiffre d'affaires total du secteur en 2022. On parle de la 76e Assemblée mondiale de la santé, c'était à Genève en Suisse. Le directeur général de l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a fait plusieurs déclarations. Maya Meza.
En s'adressant à l'Assemblée dimanche 21 mai 2023, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom, a déclaré: Rien qu'au cours de 20 dernières années, la mortalité maternelle a diminué d'1 tiers et la mortalité infantile a diminué de moitié. Et qu'au cours de 5 dernières années seulement, de nouveaux vaccins contre Ebola et le paludisme ont été approuvés et sauvent désormais des vies. L'espérance de vie dans le monde est passée de 46 à 73 ans. Les gains les plus importants sont enregistrés dans les pays les plus pauvres. La fin du Covid-19 en tant qu'urgence sanitaire mondiale n'est pas seulement la fin d'un mauvais rêve dont nous nous sommes réveillés. Nous ne pouvons pas simplement continuer comme nous le faisions auparavant. Rappelons que les attentes du monde envers l'OMS ont énormément augmenté, mais aucun changement au niveau des ressources. Le défi d'être une organisation technique et scientifique dans un environnement politique serait-il de plus en plus politisé? Les militants de l'opposition se sont rassemblés ce week-end dans un quartier populaire de Kinshasa pour une marche autorisée. Cette manifestation a été violemment dispersée par la police qui leur reprochait de n'avoir pas respecté l'itinéraire établi par les autorités congolaises. Sidela Ndiman nous en dit un peu plus. Une grosse centaine de manifestants se tenaient sur Kianza, une artère stratégique du centre de la capitale de la RDC, 1 heure avant le début officiel de la marche, scandant des slogans hostiles au président Félix Tshisekedi. Ces manifestants répondaient à l'appel de 4 opposants candidats déclarés à la présidentielle de décembre. Des dizaines de policiers anti-émeutes sont arrivés à bord de leurs véhicules, la tension est rapidement montée et la police a lancé des gaz lacrymogènes et procédé aux interpellations musclées d'au moins une dizaine de personnes. Les gens ont marché, là on ne sait même plus marcher, alors que c'est une marche pacifique pour protester contre un processus électoral chaotique, contre la vie chère et contre l'oppression. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est inacceptable. Le ministre congolais des droits humains, Albert Fabrice Pouela, a dans un communiqué condamné les actes de répression et de brutalité contre les manifestants, y compris des mineurs. Cette manifestation contre la vie chère a été organisée par Martin Fayoulou, déjà candidat à la présidentielle de 2018, par l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, par l'ex-premier ministre Augustin Matata et le député Delis Essanga. Empêchés d'avancer par la police, ces leaders étaient immobilisés près de leur véhicule. C'est triste, vous voyez, ils sont en train de tirer avec de gaz lacrymogène. Au début, c'était avec des balles réelles. Et tout ça, c'est M. Tshisekedi, c'est très triste. Nous étions avec lui à l'opposition. Et si on ne doit même pas respecter la population congolaise qui veut marcher parce qu'il y a la vie chère, il n'y a rien qui marche dans le pays, il y a la corruption, c'est triste. Lors d'une conférence de presse conjointe, les organisateurs ont indiqué qu'au moins 2 manifestants blessés étaient entre la vie et la mort. Ils ont aussi annoncé la tenue d'une nouvelle manifestation jeudi devant le siège de la Commission électorale nationale à Kinshasa. L'élection présidentielle à un seul tour est prévue le 20 décembre prochain. Au pouvoir depuis janvier 2019, Félix Tshisekedi est candidat à sa réélection. Vous l'aurez compris, nous parlons de l'actualité hors de nos frontières. Au Mali, depuis le mois de février, les coupures de courant se multiplient et s'allongent à travers tout le territoire. Les autorités maliennes réfléchissent à un plan de développement du secteur énergie. Regardons. Pour écouter les preuves dans la coquette maison du quartier Bako Chikorini, les Aïdaras se couchent tôt. Mais les enfants peinent à trouver le sommeil. Les coupures durent au maximum 2 heures dans ce quartier central, et parfois toute la nuit. La famille Aïdara fait partie des 50% de Maliens qui ont accès à l'électricité, sur une population de 21%, 9 millions, selon les chiffres de la Banque mondiale. Mon âge, je peux gérer, mais ce n'est pas facile. Donc, en l'absence de tout clim et de tout ventilateur, je suis obligé d'ouvrir les fenêtres et puis de ventiler les enfants jusqu'à ce que le courant ne revienne, quoi. On désavoue les autorités parce que quand nous entendons que les groupes arrivent, on fait des publicités, on nous montre des convois de groupes et on nous dit que telle centrale est en cours de finition. Nous espérons, mais malheureusement, si nous voyons que ce n'est pas le cas,
Et c'est vraiment, ça crée un fossé d'incompréhension. Et nous essayons même de jeter le discrédit. Hein. Selon la Banque mondiale, le Mali est l'un des pays les plus pauvres au monde et dont une grande partie du territoire est en proie au djihadisme et à l'insécurité. C'est une situation qui nous dérange. On est donc obligé de rester les bras croisés, faute d'électricité. Un véritable calvaire pour Issa Diko et son business. Ces coupures pèsent sur l'économie. En cette période de forte chaleur, les gens ont besoin des produits frais. Lorsque les produits ne sont pas frais, les clients refusent de les acheter. C'est nous qui en subissons les conséquences. La Société d'énergie du Mali, EDM, surnommée Énergie du Mal par certains usagers, pourquoi ne parvient-elle pas à satisfaire la demande en électricité qui croît de 10% par an, selon le ministère de l'Énergie? Actualité en bref avec le Soudan. À quelques heures d'un nouveau cessez-le-feu, les combats continuent dans la capitale ce 22 mai 2023. La nuit précédente et ce matin encore, il y a eu d'importants bombardements dans le centre de Khartoum. Et ce, alors qu'un 7e cessez-le-feu entre l'armée et les paramilitaires qui se disputent le pouvoir doit-on entrer en vigueur à partir de 21h45 heure locale. Un cessez-le-feu d'une semaine annoncé la veille par les médiateurs américains, saoudiens, après 2 semaines de négociations en Arabie Saoudite. Vous l'aurez compris, c'est voilà qui met un terme à cette édition d'information du 20h. Restez toujours fidèles au programme de TV+. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h. S'il plaît à Dieu, d'ici là, portez-vous bien.